14 des hommes les plus riches d'Amérique sont morts de la même façon. Pas par balle, ni par le poison. Ils ont été étouffés par leur dignité personnelle, au sens propre du terme. À Miami, dans les années 90, on l'appelait Bolly. Visage parfait, un corps parfait, l'alibi parfait. Pendant que la police recherchait une bande de voyous colombiens en faisant passer les corps pour des guerres de la drogue, elle finissait tranquillement son champagne et choisissait sa prochaine victime lors d'un dîner de bienfaisance. Le 23 octobre de l'année 1994, Ronald Hampton se réveille à 6h15 du matin, comme tous les jours depuis 23 ans. Il avait 58 ans, un agent de change, une de ces personnes dont le nom n'apparaît pas dans les journaux, mais dont la voix au téléphone peut faire varier le cours des actions d'un demi-cent. 3 divorces, 2 fils adultes qui n'appelaient qu'à Noël, un manoir à Coral Gables, avec vue sur la baie. Voilà comment il appelait sa vie. Ce matin-là, il a passé 40 minutes sur le tapis roulant, a bu une boisson protéinée qu'il détestait et a regardé les rapports des marchés asiatiques. Tokyo avait clôturé dans le positif. Cela signifiait une bonne journée. À 9h, il est assis dans son bureau au 42e étage de la Bank of America Tower. 4 écrans, 6 lignes téléphoniques, une vue sur Miami qui lui coûtait $80 000 par an, rien qu'en loyer. Ronald Hampton avait l'habitude de tout contrôler. Ce soir-là, il a un rendez-vous, le genre de rendez-vous dont on ne parle pas à ses collègues. Il l'avait rencontré 3 semaines plus tôt lors d'un dîner de charité au profit de l'hôpital pour enfants de Miami. Elle s'est présentée comme Isabella, la fille d'un diplomate vénézuélien dont la famille a tout perdu après un nouveau coup d'État. Un accent qu'elle prenait soin de cacher. Robe Versace, des diamants aux oreilles, des vrais. Il pouvait faire la différence. Et des yeux qui le regardaient comme s'il était le seul homme dans la pièce. Ronald Hampton n'était pas un homme stupide. Il savait que les belles femmes ne regardaient certes pas les hommes de 58 ans comme ça pour rien. Mais il s'en fichait. Il pouvait se le permettre. 3 réunions en 3 semaines. Des dîners dans des restaurants où il fallait réserver 1 mois à l'avance. Des conversations sur l'art qu'il ne comprenait pas, mais qu'il prétendait comprendre. Et son rire, calme, mélodieux, conçu pour donner aux hommes l'impression d'avoir de l'esprit. C'est ce soir-là qu'elle a accepté, pour la première fois, de venir chez lui. Sa femme de ménage est partie à 6h. Le garde à l'entrée du village fait un signe de tête à la Mercedes noire qui se présente à la porte à 8h30. Au volant, une belle hispanique, le genre de femme que l'on voit souvent ici. Des gens riches, des habitudes riches. Ronald l'a accueillie à la porte. Elle portait une robe rouge et des gants de soie jusqu'au coude. Elle expliqua que cela faisait partie du look, une sorte de jeu. Il trouve cela excitant. Il a été vu vivant pour la dernière fois cette nuit-là. La caméra du portail a enregistré la Mercedes noire, quittant le village à 0h47. Il y avait encore une femme au volant. Elle n'est pas pressée. La gouvernante a trouvé le corps le lendemain matin. Elle travaillait dans la maison depuis 11 ans et en avait vu de toutes les couleurs. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre, elle a crié si fort que les voisins ont appelé la police avant même qu'elle ait pu composer le numéro. Ronald Hampton était allongé sur le lit, attaché à la tête de lit, avec ses propres cravates Hermès. La cause de la mort, qui a été enregistrée plus tard par le pathologiste, a été formulée dans un langage médical sec, asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires par un corps étranger. Les documents officiels ne précisent pas de quel type de corps il s'agit, mais les inspecteurs qui travaillaient sur les lieux ont immédiatement compris. Ce n'était pas le premier corps de ce type à Miami au cours des 2 dernières années. Et comme ils commençaient à le soupçonner, ce ne serait pas le dernier. Pendant des mois, la police a été convaincue que les cartels colombiens étaient derrière tout cela. Un meurtre rituel, un message aux débiteurs.
Après tout, le Miami des années 90 était leur ville. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les cartels. Les cartels ne laissent pas une coupe de champagne inachevée sur la table de nuit et des traces de rouge à lèvres sur le rebord. Les cartels ne viennent pas chercher des rendez-vous 3 semaines avant le meurtre. Les cartels ne sentent pas le parfum Chanel numéro 5. La personne qui a fait cela est quelqu'un d'autre. Il faudra encore 3 ans et 11 cadavres aux détectives de Miami pour découvrir qui exactement. Son vrai nom est Catalina Vasquez. Les rapports de police la désignent comme le sujet numéro 1. Les tabloïds l'ont appelée Silicon Sirène. Mais le surnom qui est resté, celui qu'elle s'est choisi, était différent. Bolly. Elle est née à Bogota en 1968. Dans un quartier où les eaux usées coulaient dans les rues et où les enfants jouaient parmi les tas d'ordures. Son père avait disparu avant sa naissance, un de ces milliers d'hommes qui ne laissent derrière eux qu'un nom sur un acte de naissance et rien d'autre. La mère de Catalina, Gloria Vasquez, travaillait 14 heures par jour dans une usine textile. Cela leur permettait d'acheter du riz, des haricots et un toit, une chambre dans le bidonville qu'ils partageaient avec 2 autres familles. En 1976, alors que Catalina a 8 ans, Gloria prend une décision qui va tout changer. Elle a vendu tout ce qu'il possédait, y compris l'alliance de sa grand-mère, et a acheté 2 billets de bus pour Carthagène, d'où elle est passée clandestinement aux États-Unis. Le rêve américain. 2 mots qui font traverser les océans. Ils se sont installés à Miami, une ville où l'on entendait plus souvent l'espagnol que l'anglais, où les immigrants latinos pouvaient trouver du travail sans papier et où la richesse était si proche de la pauvreté qu'on pouvait les voir simultanément d'une même fenêtre. Gloria a trouvé un emploi de femme de ménage dans un manoir de Coral Gables. Une de ces maisons blanchies a la chaux derrière, des grilles en fer forgé, avec des piscines nettoyées tous les jours et des pelouses taillées comme des tapis. Le propriétaire s'appelait Richard Manning, 62 ans, veuf, ancien propriétaire d'une chaîne de concessionnaires automobiles. Il avait vendu l'entreprise et vivait des intérêts. Catalina le voyait tous les jours lorsque sa mère l'emmenait au travail. Il était dangereux de laisser une fillette de 8 ans seule dans leur quartier. Elle s'asseyait dans la cuisine pour faire ses devoirs pendant que sa mère lavait les sols à l'étage. Parfois, Monsieur Manning descendait et lui offrait un biscuit. Il souriait et l'appelait Petite Princesse. Catalina se souvient de ses mains, douces, pigmentées, sentant l'après-rasage de luxe. Plus tard, dans les dossiers, les psychiatres noteront que c'est au cours de cette période que les premiers schémas de son comportement futur ont commencé à se former. Elle a grandi en voyant des contrastes, des sols en marbre et leurs chambres louées avec des cafards, un réfrigérateur rempli de nourriture que personne ne mangeait et leur dîner de haricots en boîte. L'homme qui possédait tout et sa mère qui tenait la maison 6 jours par semaine pour $300 par mois. Catalina était une enfant tranquille. À l'école, les professeurs disaient qu'elle était studieuse et renfermée. Elle ne se faisait pas d'amis, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas. Elle était plus à l'aise en tant qu'observatrice. Ses camarades de classe semblaient stupides et bruyants. Elle préférait les livres, surtout ceux où des filles pauvres épousaient des hommes riches et obtenaient tout ce qu'elles méritaient. À l'âge de 12 ans, elle a compris comment le monde fonctionne. Il y a des preneurs et il y a ceux qui prennent. Sa mère faisait partie de ces derniers. Catalina a décidé qu'elle ferait partie des premiers. À l'âge de 13 ans, le premier incident qui
aurait pu être considéré comme un signal d'alarme si quelqu'un y avait prêté attention, s'est produit. Un camarade de classe nommé Tommy Richardson, fils d'un avocat habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, a commencé à lui tirer les cheveux. Ses cheveux allaient teinter et à la traiter de sale mexicaine pendant la récréation. Catalina l'a supporté pendant 3 semaines. Puis pendant le cours de travail, elle a accidentellement renversé une boîte de colle chaude sur la main de Tommy. Brûlure au 2e degré. Sa mère a été appelée à l'école. Catalina a pleuré et a dit que c'était un accident. Elle a pleuré de manière si convaincante qu'ils l'ont cru. Bien des années plus tard, lors d'un interrogatoire, elle admet que c'est la première fois qu'elle s'est sentie maîtresse de la situation. Pas la colère, pas la vengeance, le contrôle, la réalisation froide et calme qu'elle pouvait blesser quelqu'un qui le méritait et rester impunie. Elle aime cette sensation. À l'âge de 15 ans, Catalina était passée d'une jeune fille tranquille à une belle jeune femme. Elle le savait. Elle voyait la façon dont les hommes la regardaient, y compris les amis de M. Manning qui venaient à ses barbecues. Leur regard s'attardait sur elle, plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Elle avait appris à s'en servir. Un sourire au bon moment, un toucher désinvolte, un regard sous les cils. Mère n'a rien remarqué. Elle était trop fatiguée pour s'en rendre compte. Gloria Vasquez travaille pour Richard Manning depuis 7 ans. Elle arrivait à 6h du matin et partait à 8h du soir. Elle connaissait chaque recoin de cette maison mieux que sa propre chambre et elle ne s'est jamais plainte, même lorsque M. Manning a commencé à la garder après le travail pour des missions spéciales. Catalina l'a découvert par hasard. Elle avait 16 ans. Elle est allée chercher sa mère au manoir parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. La porte de derrière était ouverte. Elle est entrée. Ce qu'elle a vu dans le salon ne nécessite aucune explication. Sa mère est à genoux. M. Manning est dans le fauteuil, avec la même expression sur le visage que celle avec laquelle il avait un jour offert un biscuit à Catalina. Catalina n'a pas crié, elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée dans l'embrasure de la porte et a regardé jusqu'à ce que sa mère l'aperçoive. Ils n'ont pas parlé ce soir-là, ni cette nuit-là, ni la suivante. Gloria a continué à aller au travail. Catalina a continué à aller à l'école. Toutes deux ont fait comme si rien ne s'était passé. Mais certaines choses ont changé. Catalina commence à tenir un journal. D'une écriture soignée, en espagnol, elle note les dates et les heures où sa mère rentre plus tard que d'habitude. Elle note les noms des hommes qui viennent au manoir Manning. Elle note les plaques d'immatriculation de leur voiture. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Elle pensait simplement que cela lui serait utile un jour. Le 7 mars 1986, Gloria Vasquez n'est pas rentrée chez elle. Catalina avait 17 ans et 4 mois. Elle a attendu sa mère jusqu'à minuit, puis 2h du matin, puis l'aube. Le téléphone de leur chambre était silencieux. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait, comme on sent l'air à l'approche d'un orage. À 6h du matin, elle se rend à Coral Gables. La police est déjà sur place. 2 voitures de patrouille à la porte. Le ruban jaune qu'elle a vu tant de fois dans les films. L'officier lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle a dit que sa mère travaillait ici. Il l'a regardée avec une expression qu'elle n'oublierait jamais. Un mélange de pitié et d'investette d'un dissé fa arcon en si ta un pomo en etsenoso ada dissetezi. Travaillait. Gloria a été retrouvée dans la salle de bain de la femme de ménage au rez-de-chaussée. Décision officielle, suicide. Elle s'est ouvert les veines avec un couteau de cuisine. Du sang a été retrouvé sur le sol, sur les murs, sur sa blouse de travail qu'elle n'a jamais enlevée. Il n'y avait pas de notes. Richard Manning a fait une déclaration à la police le jour même. Il avait l'air choqué. Il a déclaré que Gloria était une excellente employée, qu'il avait remarqué qu'elle était déprimée ces derniers temps,
mais qu'il n'y avait pas réfléchi, qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé, qu'il était prêt à payer les funérailles en signe de bonne volonté. L'affaire a été clôturée en une semaine. Catalina a assisté à l'enterrement. 9 personnes, elle, le prêtre, 2 voisins et 5 connaissances de sa mère, laissera celle à l'église. Le cercueil était le moins cher possible, celui que M. Manning avait payé. Il n'a pas assisté aux funérailles lui-même. Après la cérémonie, Catalina retourne dans leur chambre. Elle s'assit sur le lit de sa mère. Elle n'a pas pleuré, car elle n'avait plus de larmes depuis 3 jours, à la morgue, lorsqu'elle avait dû identifier le corps. Elle s'est assise et a regardé le mur. Puis, elle a sorti le journal de sa mère. Gloria tenait aussi des registres. Catalina ne le savait pas. Un mince cahier à carreaux caché sous le matelas. Une écriture espagnole et familière. 10 ans. Monsieur Manning a violé sa mère pendant 10 ans. Depuis 1976. Depuis le premier mois de travail. Gloria a tout décrit. Les dates, les menaces, ses paroles. Comment il avait dit qu'il l'expulserait si elle ouvrait la bouche. Comment il a dit qu'il lui enlèverait sa fille. Comment il avait dit que personne ne croirait une sale étrangère en situation irrégulière contre un homme d'affaires américain respecté. Et il avait raison. Personne ne l'aurait cru. La dernière entrée est datée du 6 mars, la veille de sa mort. Gloria a écrit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était fatiguée, que son seul regret était que sa fille doive vivre dans un monde où des hommes comme Richard Manning gagnaient toujours. Catalina a lu ces mots encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans sa mémoire. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas une décision, mais plutôt une prise de conscience. C'était comme si toute sa vie, elle avait regardé le monde à travers un verre trouble, et que maintenant le verre s'était brisé, et que pour la première fois, elle voyait tout clairement. Sa mère était bonne, travailleuse, patiente. Elle faisait tout ce qu'il fallait, et ça l'a tuée. Richard Manning était un prédateur. Il prenait ce qu'il voulait, quand il voulait, à qui il voulait. Il ne sera jamais puni. La police a classé l'affaire. Il n'y aura pas de justice. Si le système ne fonctionne pas, vous devez devenir le système lui-même. Catalina n'est pas allée chez Manning ce soir-là. Elle était plus intelligente que cela. Elle avait compris qu'une jeune fille de 17 ans avec un couteau de cuisine, ce n'était pas la justice. C'était un article de journal d'une demi-page et une condamnation à perpétuité. Elle décide d'attendre. Dans les mois qui suivent, elle travaille comme serveuse dans un restaurant pour payer sa chambre. Elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Elle a mis de côté chaque dollar de pourboire et elle a regardé. Elle étudie les hommes riches qui entrent dans le restaurant, leurs costumes, leurs montres, la façon dont ils s'adressaient aux serveurs. Elle a mémorisé la façon dont ils regardaient les serveuses, avec appréciation, possessivité, comme s'il s'agissait de choses à acheter. Elle a réalisé que M. Manning n'était pas une exception, il était la règle. Elle a donc décidé que si le monde était fait pour les prédateurs, elle deviendrait elle aussi un prédateur. Elle ne chassera que ceux qui ont l'habitude d'être eux-mêmes des chasseurs. 1 an plus tard, elle a commencé sa transformation. Tout ce qu'elle a gagné. Elle l'a investi en elle-même. Cours d'étiquette, des cours d'anglais sans accent, un cours d'histoire de l'art à l'université locale, un abonnement à la salle de sport, des vêtements d'occasion. Mais les bons vêtements, des bonnes marques, à 20 ans, Catalina Vasquez avait l'air d'une personne différente. À 22 ans, elle l'était. Elle n'était plus la fille pauvre d'un nettoyeur. Elle était Isabella, ou Valérie, ou Camilla. Les noms changeaient en fonction du client. Escorte d'élite, GFE,
Girlfriend Experience, 10 000 $ par nuit. Les clients l'ont trouvé grâce à des recommandations fermées, banquiers d'investissement, producteurs d'Hollywood, propriétaires immobiliers, les hommes qui ressemblent à Richard Manning. Elle a pris son temps. Les 3 premières années, elle a travaillé, gagné, construit sa réputation. Sans faille, discrète, une réputation qu'elle n'avait pas honte de montrer en public et qui ne l'ennuyait pas en privé. Et puis, au printemps de l'année 1992, elle alla commencer. La première victime est Richard Manning. Il avait 78 ans. Il ne sortait presque plus de chez lui. Arthrite, diabète, début de démence. La vieillesse est arrivée pour lui, comme pour tout le monde, mais pas assez vite. Catalina l'a appelé en se faisant passer pour une employée d'une société de nettoyage. Elle lui dit qu'elle peut lui envoyer une fille pour faire le ménage, car il vit seul depuis longtemps, après le départ de sa dernière femme, de ménage. Il ne reconnaît pas sa voix. 12 années se sont écoulées. Elle est venue à lui de son propre chef, en uniforme de femme de ménage, avec un seau et une serpillière. Il a ouvert la porte et l'a regardée d'un œil critique, par habitude, comme il avait autrefois regardé sa mère. Il n'a jamais réalisé qui elle était, même à la fin, quand elle s'est penchée sur lui et a murmuré le nom de sa mère, il n'y avait que de la peur dans ses yeux. Pas de reconnaissance, juste une peur animale. Cela lui suffit. Après Manning, elle n'a pas ressenti de soulagement mais un vide. Comme si quelque chose qui l'avait retenue pendant les 12 dernières années l'avait enfin lâchée. Elle avait pensé s'arrêter là, mais elle s'est trompée. Après avoir tué l'homme qui avait tué sa mère, elle n'était pas rassasiée. Elle s'est aperçue que sa faim ne faisait que croître. Parce que Richard Manning n'était qu'un homme parmi des milliers d'autres. Un des millions d'hommes qui croient que l'argent leur donne le droit de prendre tout ce qu'ils veulent. Elle a décidé de leur montrer qu'ils avaient tort. Son rituel, celui que les pathologistes décriront plus tard, dans un langage médical aride, n'est pas né immédiatement. Il a pris forme dès le 2e meurtre. Un symbole, un message, les priver de ce dont ils étaient si fiers, les réduire au silence avec le même instrument qu'ils utilisaient pour dominer. Justice poétique. C'est ainsi qu'a commencé une chasse qui allait durer 5 ans et coûter la vie à 14 personnes. Catalina Vasquez a tué 14 hommes entre 1992 et 1997, tous riches, tous âgés de 45 à 65 ans, tous retrouvés chez eux avec la même écriture. La police de Miami a attribué à l'affaire le nom de code Castrate. La presse n'en a rien su. Les détectives ont gardé les détails secrets afin d'éliminer les faux aveux. Sa méthode est d'une précision chirurgicale. La traque commence 3 à 4 semaines avant le meurtre. Catalina apparaissait partout où il y avait de l'argent à gagner. Ventes aux enchères de charité, soirées privées à Miami Beach, zone VIP des casinos. Elle n'approchait personne en premier, elle préparait le terrain pour qu'il l'approche. La bonne nuance de robe, un regard qui s'attarde une seconde de plus. Une solitude qui ressemblait à de l'indépendance, pas à du désespoir. Les hommes ont choisi de se victimiser. Elle privilégie un certain type de personnes, mariées ou divorcées, habituées à payer pour avoir de la compagnie, convaincus que l'argent leur donne droit à tout. Ceux qui ne parleraient pas à leurs amis d'une nouvelle connaissance. Ceux qui n'éveilleraient pas les soupçons s'ils disparaissaient pour la soirée. Les premières rencontres étaient toujours publiques. Restaurants, théâtre, galeries. Elle construit la confiance en feignant l'admiration pour leurs histoires, en riant à leurs blagues, en leur touchant la main au bon moment. Au bout de la 3e ou 4e réunion, ils l'invitaient eux-mêmes. S'ensuit un scénario rodé jusqu'à l'automatisme. Le champagne qu'elle a apporté. Une conversation de plus en plus intime. La proposition d'essayer quelque chose de nouveau.
un léger bondage, un jeu de pouvoir et de soumission. Les hommes acceptent presque toujours, leur ego ne leur permet pas de refuser ce que la belle femme leur propose. Lorsqu'ils étaient attachés au lit, elle sortait une seringue, un mélange de kétamine et de myorelaxant. La victime reste consciente, voit tout, sent tout, mais ne peut ni bouger, ni crier. Paralysie avec pleine conscience. La suite n'a pas pris plus d'un quart d'heure. Elle mettait toujours de la musique, classique, forte, pour étouffer les bruits. Quel type. Elle travaillait toujours avec des gants de soie, une partie de l'image, comme elle l'expliquait au préalable, et en même temps une protection contre les empreintes digitales. Elle ne prenait que de l'argent liquide, pas de bijoux, pas de carte de crédit, rien qui puisse être tracé, et elle laissait toujours un autographe. Les pathologistes ont fait le même constat, la cause du décès est l'asphyxie, le mode opératoire est l'obstruction des voies respiratoires. Et l'obstruction des voies respiratoires par un fragment de tissu mou, grossièrement séparé de la partie inférieure du corps de la victime. Elle les faisait littéralement s'étouffer avec quelque chose dont ils étaient si fiers. La police de Miami suivait une fausse piste depuis des années. L'écriture semblait trop violente pour un solitaire. La mutilation rituelle ressemblait aux méthodes des cartels colombiens. La cravate colombienne, un message adressé aux débiteurs et aux traîtres. Les ayants ont cherché des liens entre les victimes et le trafic de drogue. Certaines avaient des contacts douteux. Dans le Miami des années 90, c'était presque inévitable pour les personnes très fortunées. Le FBI est intervenu après le 5e meurtre. Les profileurs ont établi un profil gang hispanique, au moins 3 ou 4 hommes, agissant probablement sur commande. Ils recherchaient des hommes. Personne ne cherchait une femme. Catalina a suivi l'enquête. Elle lit les journaux, regarde les informations, passe même parfois devant les maisons où travaillent les policiers. Elle aimait voir leur impuissance. Elle aimait savoir qu'elle était plus intelligente. Chaque année, elle s'enhardit. Les premières victimes se trouvaient à Miami, puis Palm Beach, Fort Lauderdale. En 1995, elle s'est étendue à Los Angeles. Différents États, différentes juridictions, les bases de données de la police étaient à peine synchronisées dans ces années-là. Il était presque possible de relier les affaires entre elles. Elle a également commencé à faire monter les enchères. La 9e victime est un agent d'Hollywood. La 11e est un membre du Congrès à la retraite. Chaque victime était plus riche et plus puissante que la précédente. Le risque s'accroît et cela l'excite. En 1997, elle avait tué 13 personnes. Pas une seule piste, pas un seul témoin, pas une seule erreur. C'est alors qu'elle a rencontré Howard Lynch. 14e victime. 61 ans. Producteur de films indépendants. 3 nominations aux Oscars. Un manoir de 12 millions de dollars à Bel Air. Et une petite chose que Catalina ne savait pas. Howard Lynch était paranoïaque. Il a installé des caméras cachées dans toute la maison, y compris dans la chambre à coucher. La caméra était cachée derrière un miroir sans teint. Il enregistrait tous ses invités, toutes les réunions, toutes les nuits. Une collection de cassettes VHS dans un coffre fort, dont même sa femme de ménage ignorait l'existence. L'assurance, comme il l'appelait. Catalina a vérifié la maison avant de commencer. Elle vérifiait toujours les systèmes de sécurité, les témoins éventuels, les voies d'évacuation. Mais elle cherchait des personnes et des alarmes. Elle ne cherchait pas de caméra. Le 18 novembre 1997, elle a fait ce qu'elle avait fait 13 fois auparavant. Et le miroir regardait. Le corps de Howard Lynch a été retrouvé le 20 novembre, 2 jours après le meurtre. Femme de ménage, comme d'habitude, la même que les 13 fois précédentes. Mais les choses se sont passées différemment à partir de là. L'inspecteur Michael Santiago
de la police de Los Angeles, remarque un coffre-fort dans le bureau de Lynch. La procédure habituelle consiste à en vérifier le contenu. À l'intérieur se trouvaient des documents, de l'argent liquide et une boîte en carton contenant 23 cassettes VHS. Chacune porte une date et le nom d'une femme. Santiago a décidé de regarder celle datée du 18 novembre. Enregistrement noir et blanc, granuleux, vu de derrière un miroir. Chambre à coucher de Lynch. Une femme en robe rouge et gants de soie. Tout ce qui s'est passé ensuite a été enregistré du début à la fin. Mais l'essentiel s'est passé après. Une fois la séance terminée, la femme s'est tournée vers le miroir. Elle enlève ses gants à ses bois, les gants consintessi. Elle s'effondre maquillée et a regardé directement dans l'objectif sans savoir que la caméra fonctionnait. Un portrait parfait, un visage clair, suffisamment pour être identifié. Dans les 48 heures, la cassette est parvenue au FBI. Les agents ont établi une correspondance entre le mode opératoire et des affaires non résolues en Floride et en Californie. 13 meurtres, un seul auteur. Les profileurs ont réécrit le profil. Femme, hispanique, âgée de 25 à 35 ans, travaillant probablement dans le secteur de l'escorte. L'image de la cassette a été envoyée aux agences. Une semaine plus tard, un informateur de Miami l'a identifiée. Catalina Vasquez, alias Isabella, alias Valeria, alias Camila, escorte d'élite. $10 000 par nuit. Le 3 décembre 1997, elle est arrêtée dans une chambre de l'hôtel Fontainebleau à Miami Beach. Elle n'a pas résisté. Elle a souri aux agents et a demandé si elle pouvait se changer pour porter une tenue plus adaptée aux photos. En fouillant son appartement, on a trouvé un journal intime, le même journal qu'elle a commencé à tenir à l'âge de 16 ans. Nom, date, montant, 14 entrées, 14 victimes. Elle consignait tout. Elle n'a rien nié lors de l'interrogatoire. Elle a raconté chaque meurtre calmement, méthodiquement, comme si elle lisait un rapport. La seule chose qu'elle a refusé d'expliquer, c'est pourquoi elle a conservé des documents qui auraient pu la ruiner. L'enquêteur qui a mené l'interrogatoire dira plus tard dans une interview qu'en 30 ans de travail, il n'avait jamais vu une personne aussi dénuée de remords. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait. Elle ne pensait tout simplement pas que c'était mal. Le procès a débuté en mars 1998 et est devenu le plus grand événement médiatique de l'Amérique. Des caméras dans la salle d'audience, des journalistes du monde entier, des foules à l'extérieur du bâtiment, certaines réclamant la peine de mort. D'autres ont brandissant des pancartes en sa faveur. Catalina se rendait aux réunions, dans des robes de créateur. Elle souriait aux caméras, flirtait avec les journalistes et envoyait des baisers aériens au public. Elle a transformé son propre processus en spectacle. Le jury a délibéré pendant 4 heures, coupable des 14 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Sentence, mort par électrocution. L'exécution a eu lieu le 16 octobre 1998 dans le pénitencier de l'État de Floride. Elle refusa d'avoir le dernier mot et refusa le prêtre. Alors que les gardiens la conduisent à la chaise, elle se tourne vers eux et dit une seule phrase. « Ne me décoiffez pas ». À 23h17, le médecin a constaté le décès. Elle avait 30 ans. Après son exécution, plusieurs tabloïds ont publié les lettres qu'elle a reçues dans le couloir de la mort. Des centaines de lettres de femmes qui la qualifiaient d'héroïne. Elle n'a répondu à aucune d'entre elles. L'affaire Dolly est close. Mais les questions qu'elle a soulevées demeurent, sur le prix du silence, sur l'impunité des autorités, sur la frontière entre la victime et le bourreau,
Certaines personnes ne changent pas le monde. Elles montrent simplement à quel point nous le connaissons mal.